Et bien, merci aux organisateurs de leur invitation. Je suis ravie d'être avec vous cet après-midi pour apporter des éléments à votre réflexion des acteurs du Centre Bretagne. Alors, on m'a demandé de venir ici pour traiter des évolutions de l'agriculture bretonne depuis 70 ans. Donc déjà, je vais vous dire qui je suis pour venir vous parler de ça. Donc en fait, les mutations de l'agriculture bretonne, j'en ai d'abord été témoin moi-même personnellement sur la ferme de mes parents. Donc j'ai vu dans les années 80 se moderniser, passer de l'étable à la stabulation avec salle de traite, comme on disait à l'époque. Et puis ensuite, j'ai été en BTS dans l'enseignement agricole, dans un lycée agricole à côté de Rennes, vers le milieu des années 90, où on parlait déjà du changement de l'agriculture bretonne et ça soulevait des débats. Et j'étais dans ces débats-là avec des gens aux différentes positions. Et aujourd'hui, je suis sociologue rural à l'INRAE de Rennes et mes recherches se focalisent plus sur les organisations d'agriculteurs en rapport avec la transition écologique du secteur agricole qui devient de plus en plus un objectif des politiques publiques. Et je regarde ça au présent, mais aussi avec un regard sur l'histoire de ces organisations pour mieux comprendre les évolutions actuelles. Donc c'est à partir de tout ça que je vais traiter cette question des évolutions de l'agriculture bretonne depuis 70 ans. Alors à grands traits, ce qu'on peut constater, c'est qu'au sortir de la guerre, l'agriculture bretonne, ça représente 6% de la surface agricole française et à l'époque 7% de la production agricole française en valeur. Donc une relative cohérence entre la surface et ce qui était produit. Et au sortir de la guerre, la Bretagne était vraiment considérée comme une région pauvre et attardée. Et pourtant, 40 ans plus tard, en 1990, toujours avec 6% de la surface agricole, elle produit alors 12% de la production agricole française en valeur. Donc je vais commencer par prendre le temps de retracer qu'est-ce qui a permis ce développement spectaculaire de manière spécifique et particulière en Bretagne. Ce sera la première partie de mon propos. Et en fait, ce qu'on peut constater, c'est qu'aujourd'hui, on est toujours à 6% de la surface agricole française, toujours 12% de la production agricole française qui est produite en Bretagne. Et comme en 1990, cette même question des limites environnementales de cette agriculture bretonne. Donc du coup, dans ma deuxième partie, je traiterai plutôt d'essayer de comprendre pourquoi il y a une difficile transformation du développement agricole en Bretagne pour arriver à surmonter ces défis environnementaux. Donc une première partie plus sur la période 1950-1990. Je m'appuierai en fait sur un livre qui a été écrit en 1992 qui s'appelle Le modèle agricole breton du géographe Corentin Canévet et qui lui a étudié vraiment de fond en comble ces 40 années de transformation. Donc comme il a très bien fait, je ne vais refaire que redire ce que lui-même a écrit dans ce livre. Et sur la deuxième partie, comprendre les limites, les freins au changement et les leviers possibles, je vais davantage m'appuyer sur mes recherches. Donc, on va commencer directement sur la première partie, sur 1950 à 1990. Un développement qui s'est construit de manière singulière en Bretagne. Pourquoi singulière? Donc d'une part, il y a ce développement spectaculaire, comme je dis, qui s'est pourtant fait alors que la Bretagne n'a pas de production à haute valeur ajoutée comme le vin, qui pourrait expliquer le fait qu'elle ait une part importante de la production en valeur. Ce n'est pas le cas. Il ne vous a sans doute pas échappé que l'agriculture bretonne ne faisait pas les rendements du bassin parisien, donc ce n'est pas un potentiel agronomique avantageux qui explique cette position. Donc ça, c'est déjà une première caractéristique majeure de l'agriculture bretonne. L'autre, c'est que ces 40 ans de développement spectaculaire se sont faits en maintenant une agriculture nombreuse, familiale et intensive. Si on prend les chiffres, par exemple, la surface moyenne des fermes en 1990 en Bretagne était de 20 hectares, alors qu'en France, la surface moyenne des fermes était de 30 hectares. De même, en 1990,
il y avait 16% des actifs agricoles en France qui étaient des salariés, alors qu'en Bretagne, il n'y en avait que 7%. Donc on était vraiment sur une agriculture de travailleurs indépendants et intensive, parce que, alors qu'en France, la moyenne française, 100 hectares agricoles, ça générait 4,9 emplois agricoles. En Bretagne, 100 hectares généraient 7,4 emplois agricoles. Donc, intensive, due à deux types de production en particulier, les productions légumières, qui sont un type de production intensive à l'hectare, et les productions hors sol, en particulier avicoles et porcines. Troisième caractéristique de l'agriculture bretonne, le fait qu'elle est très spécialisée dans les productions animales, avec près du quart de la production animale française réalisée en Bretagne, plus de la moitié du cheptel porcin, pas loin de la moitié des volailles de chair, et presque le quart de la production de lait de vache en Bretagne. Autre caractéristique, c'est qu'en Bretagne, le collectif, on connaît, l'organisation professionnelle est très développée. Les syndicats agricoles ont montré une capacité de mobilisation importante jusqu'aux années 90. Du côté des coopératives agricoles, elles sont aussi en position décisive en Bretagne. Par exemple, les derniers chiffres montrent que 57% du lait breton est collecté par des coopératives. Et puis, plus largement, ce qu'on appelle l'agriculture de groupe est plutôt réputée pour son innovation en Bretagne. Par exemple, les coopératives d'utilisation de matériel agricole, qui sont nombreuses en Bretagne, se sont montrées innovantes dès les années 60 grâce à des partenariats avec la recherche, notamment avec Louis Malassi, et donc a produit des innovations qui ont été ensuite reprises par l'ensemble du réseau des climats à l'échelle de la France. De même, un autre réseau, le réseau des CIVAM. Donc les CIVAM, ce sont des groupes d'agriculteurs qui partagent leur expérience et améliorent leurs pratiques ensemble, qui sont reconnus pour permettre l'évolution vers des systèmes économes en intrants. Ça a été expérimenté d'abord en Bretagne, mais ça, André Pochon en parlera mieux que moi, puisque c'est à partir de son expérience et de son organisation que ces expérimentations ont émergé. Autre caractéristique de l'agriculture bretonne, c'est son industrie agroalimentaire auquel elle est associée et qui en fait a permis une grande part de l'industrialisation de la région. En 1950, la Bretagne était peu industrialisée et 40 ans plus tard, 30% des emplois industriels bretons sont fournis par le secteur agroalimentaire. Secteur qui repose sur deux piliers, les coopératives d'une part et les entreprises privées de l'autre. Et puis, avec une industrie agroalimentaire qui a aussi la particularité d'être répartie dans le territoire breton, donc diffusée dans l'ensemble du territoire régional, y compris dans les territoires ruraux peu dynamiques. Et une dernière spécificité de l'agriculture bretonne, c'est quand on regarde son histoire, en fait, l'impulsion de ce développement productif assez spectaculaire a d'abord été par les agriculteurs eux-mêmes et leurs organisations et par des acteurs ruraux. C'est d'abord la croissance des productions agricoles qui a entraîné l'essor du secteur agroalimentaire, et non pas le contraire comme on le voit souvent dans d'autres types de développement économique agricole. Avec un rôle moteur des organisations collectives, donc des paysanneries elles-mêmes, en particulier les paysanneries moyennes et modernisées. De même, du côté du secteur agroalimentaire privé, les entreprises phares qui sont aujourd'hui des grands groupes comme le groupe Doux, le groupe Glon, à l'origine, c'était des artisans ruraux bretons qui se sont ensuite développés. Et ce développement d'abord agricole et rural a été à l'origine de la croissance urbaine de plusieurs petites villes en Bretagne, et Pontivy et Loudéac en sont des exemples particulièrement illustratifs. Donc voilà pour les spécificités de l'agriculture bretonne, ce qui lui donne un caractère particulier comparativement à d'autres régions françaises. Alors du coup, comment ce développement agricole a été rendu possible? Quand on remonte dans l'histoire, les années 1950,
Premier élément majeur, c'est qu'il y avait un contexte socio-démographique difficile, mais du coup favorable. Pourquoi? Parce qu'il y avait une pression démographique forte à cette période-là. La jeunesse bretonne était nombreuse. Une partie a nourri les flux de l'exode rural, mais une autre partie ne voulait pas partir de la région. Cette jeunesse avait bénéficié d'une scolarisation plus poussée comparativement aux générations précédentes, y compris même en Finistère, où jusqu'à l'entre-deux-guerres, la scolarisation n'avait pas été très poussée. Là, on a la première génération d'une jeunesse qui, à l'échelle régionale, a bénéficié de la scolarisation. Par contre, ce qui s'offrait à elle, c'était des conditions de vie en milieu rural assez médiocres et dans une situation d'enclavement dans une bonne partie des territoires bretons, une surface exiguë par actif agricole et peu de possibilités d'emploi à l'époque dans les industries. Et par ailleurs, face à ça, au sein de l'agriculture bretonne, il y a eu plusieurs crises locales au début des années 1950 qui ont encore plus compliqué l'horizon, on va dire. Par exemple, dans le Léon, qui vivait beaucoup de l'élevage de chevaux, c'était une activité en déclin. De même, il y avait un recul de la culture du lin en Trégor, des difficultés commerciales en pommes de terre, alors que c'est une culture qui avait apporté une relative prospérité dans l'entre-deux-guerres dans plusieurs territoires de la Bretagne. Donc tout ça cumulé ajoutait aux difficultés, mais finalement, un historien parle de difficultés créatrices, puisque c'est justement de cette confrontation à la difficulté qu'un dynamisme a pu surgir dans cet environnement difficile. Alors il a pu surgir parce qu'il y avait plusieurs forces sociales qui se sont mises en action. Et la première d'entre elles, qui a été décisive, c'est la jeunesse agricole catholique, donc mouvement de jeunesse qui existait depuis 1929, mais qui a connu un essor surtout à partir de la période d'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc ce mouvement de jeunesse a repris les idées de la modernisation dans un discours qui était à la fois spirituel, technique et moderniste, présentant presque la modernisation et le progrès technique comme une obligation morale. Donc discours qui a été popularisé par la presse de ce mouvement, qui donnait lieu à des réflexions en équipe locale et des séminaires de formation pour les cadres de ce mouvement. Ce mouvement avait aussi une branche féminine dont ont émergé beaucoup de futures agricultrices qui ont pris leur place ensuite de manière centrale dans le métier. Et donc c'est un mouvement qui avait une forte implantation locale en milieu rural, en Bretagne, même si ce n'était pas tout à fait uniforme. Donc là vous avez en fait une carte qui reconstitue la densité du mouvement de la JAC à partir en fait des abonnements à la presse de ce mouvement. Donc les zones en noir sont les zones où le mouvement était le plus développé. Vous voyez par exemple ici on n'était pas dans une zone de fort essor de la jeunesse agricole catholique. Donc dans ces zones-là, il y avait moins du coup de militants jacistes, mais ils ont pu s'allier avec d'autres forces sociales, notamment une couche de la paysannerie plutôt moderniste, un peu plus aisée, et qui a été à l'origine de la création des CETA, donc les centres d'études techniques agricoles. Donc les CETA, en fait, c'était des groupes d'échange entre agriculteurs, où ils partageaient leurs observations, comparaient leurs résultats économiques, se dotaient de programmes d'expérimentation technique, et pour ceux qui réunissaient des agriculteurs particulièrement aisés, ils pouvaient même, grâce aux cotisations des membres, salarier un technicien pour mieux suivre les échanges au sein du groupe. Et le premier CETA de Bretagne a été créé à Loudéac en 1952, alors que le premier CETA de France avait été créé dans le bassin parisien en 1944. Et on arrive très vite à plus d'une centaine de CETA dans les années 1960. Donc dans des coins comme ici, où les jacistes étaient moins nombreux que dans d'autres zones, ils ont pu faire alliance avec cette couche de la paysannerie un peu plus aisée, sur des tailles d'exploitation plus conséquentes, puisque une bonne partie des jacistes étaient plutôt issus des paysanneries petites et moyennes.
Et puis une autre force sociale et politique qui a été importante aussi dans cette trajectoire de développement, c'est le CELIB, Comité d'études et de liaison des intérêts bretons. Donc le CELIB, à l'origine, c'est d'abord un intergroupe parlementaire, donc des parlements bretons qui se retrouvent au Sénat ou à l'Assemblée nationale et qui crée ce groupe transpartisan pour défendre les intérêts de la Bretagne. Et puis progressivement, ça s'est élargi à des élus locaux, à des acteurs syndicaux, organismes consulaires, etc. Il a d'abord été créé en 1950 pour mieux profiter et capter les aides du plan Marshall. Et puis il a continué, il s'est éteint en 1980, mais il a surtout été obtenu des succès dans les années 50 et 60, notamment les succès qu'il a obtenus, c'est l'usine Citroën à Rennes, et ce qui a été vraiment bénéfique pour le développement agricole breton, le plan routier breton qui a désenclavé une bonne partie des territoires bretons et permis ce développement agricole et agroalimentaire. Et ce CELIB s'appuyait beaucoup sur des travaux et études de chercheurs comme le géographe Michel Philippodon. Donc ces différentes forces sociales se sont alliées, ont travaillé ensemble et structuré quelque part un bloc social moderniste où la JAC avait un rôle moteur, parce que c'est elle qui avait la base sociale la plus élargie. Donc beaucoup de jeunes passés par la JAC se sont ensuite engagés dans d'autres organisations agricoles et ont structuré 3 types d'organisations qui ont eu leur rôle dans le développement agricole. Donc des organisations économiques comme les coopératives, les SICA, les marchés au cadran, les groupements de producteurs. Aussi l'agriculture de groupe, donc les CETA dont j'ai parlé, mais aussi les coopératives d'utilisation de matériel agricole, et puis d'autres groupes de partage et de progrès entre agriculteurs qui s'appelaient les groupements de vulgarisation agricole, dont des groupes féminins, donc qui ont permis aussi à des agricultrices de participer au développement agricole. Et troisième type d'organisation, ce sont aussi les syndicats dans lesquels les jacistes se sont mobilisés. Donc, à l'époque, les FDSEA et CDJA, Centre départemental de jeunes agriculteurs. Et donc, ces années-là ont été marquées par des mobilisations syndicales constantes qui ont cumulé des succès dès le début des années 60, avant de connaître des divergences et un éclatement durant les années 70 entre différents courants syndicaux. Donc ce mouvement de structuration de différentes organisations a été suivi par le secteur de la recherche et développement. Il y a eu l'émergence d'un pôle à plus flagrant autour de la recherche et développement en élevage, l'INRA aussi qui s'est développé, l'enseignement agricole qui s'est développé. Et puis les jacistes au sein certains jacistes bretons ont aussi pris des responsabilités nationales au sein du Centre national des jeunes agriculteurs, où ils ont aussi négocié au début des années 60 avec Edgar Pisani, qui était ministre de l'Agriculture, les lois d'orientation agricole qui comportaient un certain nombre de politiques et de mesures sociales, puisque les jacistes avaient compris avaient intégré que pour que ce développement agricole ait lieu, il fallait un agrandissement notamment des petites structures. Donc ils avaient imaginé un certain nombre de politiques et mesures sociales pour accompagner la sortie de l'agriculture d'une partie des agriculteurs afin de favoriser l'agrandissement notamment des moyennes structures. Donc ça a été par exemple l'indemnité viagère de départ qui favorisait le départ en retraite de certains actifs agricoles à condition que leur ferme servait à agrandir d'autres. Et puis il y a eu aussi des mesures pour favoriser le regroupement d'exploitation, ce qu'on a appelé le développement de l'agriculture sociétaire, donc c'est la création par exemple des GAEC. Autre élément qui explique ce développement agricole particulier, c'est aussi qu'en fait ça convergeait avec les orientations politiques agricoles au niveau national et européen, et que les Bretons ont particulièrement saisi et capté, puisque les politiques publiques à cette époque cherchaient à promouvoir la modernisation de l'agriculture. Donc il y a eu une diversité de mesures mises en place, les prêts bonifiés, des aides et plans pour la modernisation des exploitations, des soutiens publics aux organisations économiques. Et en fait, quand on regarde le volume de ces aides
durant ces décennies 60, 70, 80, on s'aperçoit qu'une grande partie a été captée par l'agriculture bretonne de manière plus importante que ce qu'elle pouvait représenter en réalité, parce qu'en Bretagne, il y avait des acteurs qui étaient particulièrement porteurs de ce projet de modernisation. Il y avait des organisations qui étaient déjà importantes, alors que dans d'autres régions, c'est la mise en place de soutien public aux organisations économiques qui a généré la création de ces organisations économiques et du coup qui ont saisi avec retard ces soutiens publics, alors que ces organisations existaient déjà en Bretagne. Et puis il y avait aussi du coup tout un maillage organisationnel avec ces différentes organisations professionnelles jusqu'au niveau local qui permettait aux agriculteurs de mobiliser et capter ces différents soutiens publics et qui ont aidé à ce développement agricole. Et en fait, progressivement, comme on dit dans le langage économique, ça a permis le cumul d'avantages compétitifs, alors que la Bretagne était considérée comme une région à l'écart du développement. Elle a pu du coup accumuler des avantages par la spécialisation et la concentration sur une même région d'un ensemble d'activités. Ça a permis des économies d'échelle et d'améliorer l'efficacité économique du système agricole breton, par exemple avec un coût de l'alimentation animale qui était moins élevé en Bretagne comparativement aux autres régions agricoles françaises. Et puis, autre facteur qui a permis ce développement, j'en ai déjà parlé, c'est les dynamiques agroalimentaires, donc qui ont fait suite à la croissance des productions agricoles, donc qui s'est appuyé d'une part sur le secteur coopératif, particulièrement en lait, porc et légumes, et puis le secteur privé, donc d'abord à l'initiative d'artisans ruraux bretons qui se sont développés pour devenir des industries agroalimentaires, donc c'est le cas de ce que je vous montrais tout à l'heure, Doux, Blond, Guillaumard, etc. Et puis après, à partir de la fin des années 50, on a vu arriver en Bretagne des firmes agroalimentaires extérieures qui, voyant justement ces avantages compétitifs cumulés en Bretagne, ont trouvé que c'était un terrain intéressant pour elles pour développer leurs propres industries. Donc elles ont commencé à s'implanter en Bretagne et du coup ça a aussi particulièrement stimulé la création de nouvelles coopératives en réaction pour ne pas laisser le terrain à ces organisations privées venant d'ailleurs. À tel point qu'en fait, à partir des années 1970, alors que jusque-là ce sont les organisations paysannes collectives qui avaient initié et qui gouvernaient le développement, à partir des années 70, on a un mouvement de bascule où c'est les industries agroalimentaires qui deviennent les agents actifs des évolutions du développement agricole, avec notamment une adhésion du secteur coopératif à l'idéologie de l'efficacité économique, la progressive affirmation d'un lobby agroalimentaire et de fait une perte de contrôle des organisations agricoles sur les évolutions qui ont eu lieu depuis lors au niveau économique. Donc voilà pour retracer très brièvement, schématiquement et avec un peu de simplification du coup, mais vu le temps qu'on me donne, j'y vais un peu au pas de charge. Du coup, qui pourrait mieux comprendre comment ce développement agricole a pu être réalisé en Bretagne et pourquoi il s'est fait de manière particulière. J'aborde maintenant la deuxième partie, pourquoi finalement ce développement agricole qui a été permis pendant 40 ans, pourquoi il n'arrive pas à se transformer, alors qu'on voit bien qu'il a réussi à se transformer des années 50 aux 90, pourquoi il n'arrive pas à faire face aux limites qu'il rencontre. J'ai d'abord abordé ces limites, ensuite tenter d'apporter des éclairages sur les freins au changement avant d'aborder les leviers que je vois. Alors les limites que rencontre ce développement agricole breton, elles sont de plusieurs ordres. D'une part, ce qu'on peut repérer, c'est qu'en fait, la Bretagne elle produit beaucoup, mais elle n'arrive pas à créer beaucoup de valeur ajoutée. Donc c'est vrai au niveau des exploitations, à cause d'un niveau élevé de charges, d'un endettement important, ce qui entraîne une fragilité, parce qu'un niveau moyen de revenus relativement faible, d'autant plus que ces niveaux de revenus assez moyens sont impactés de temps en temps par des crises.
Ça, c'est au niveau des exploitations. Au niveau des industries agroalimentaires aussi, on a une faible création de valeur ajoutée parce qu'on a une part significative de production qui reste commercialisée en production de masse. Deuxième limite, c'est les inégalités qu'a généré ce développement agricole. En fait, la Bretagne est une des régions où la dispersion des résultats économiques au sein de l'ensemble des agriculteurs est très importante, ce qui montre qu'en fait, il y a des gagnants de ce développement agricole, mais il y a aussi des perdants. Et on l'a vu dès les années 70, au moment où a commencé à apparaître le phénomène des agriculteurs en difficulté. Et c'est aussi ça qui a commencé à lézarder, fissurer le mouvement syndical agricole, puisque parmi les anciens jacistes, certains se sont dit, mais en fait, ok, on savait que ce développement, il devait se faire avec la sortie du métier d'une partie, mais là, on s'aperçoit qu'en fait, ça va trop loin et que ça génère des difficultés chez une partie des agriculteurs. Et donc, en fait, ce sont aussi des anciens jacistes qui sont devenus critiques et qui ont créé les premières organisations de soutien aux agriculteurs en difficulté. Ça générait aussi des exclusions, puisque voilà, malgré des politiques et des mesures sociales, il y a un système de sélection professionnelle qui s'est mis en place et qui a exclu les agriculteurs qui n'avaient pas une surface agricole suffisante, ce qui n'a pas été sans générer un certain nombre de souffrances sociales chez les acteurs qui ont subi cette sélection. Troisième registre de limites, celle dont on parle beaucoup actuellement, c'est les impacts environnementaux. On parle beaucoup de la dégradation de la qualité de l'eau, qui est un problème qui est apparu à partir de la question des nitrates, qui a remis en cause les volumes d'effluents animaux et les pratiques de fertilisation. Et puis, depuis plus récemment, on voit aussi les impacts négatifs en termes de pesticides, où dans certaines zones, certains syndicats de gestion de l'eau sont confrontés en fait à des niveaux problématiques de pesticides dans l'eau. Mais au-delà de la qualité de l'eau, il y a aussi d'autres impacts environnementaux, par exemple au niveau de la qualité de l'air. On a maintenant des mesures plus systématiques au niveau de l'air qui montrent en fait une présence importante d'ammoniac qui rentre dans les particules fines, donc avec les problèmes de santé publique que cela cause. En termes environnementaux aussi, ça présente un certain nombre de risques sanitaires. Dans d'autres parties du monde, on voit que ces concentrations animales entraînent des vulnérabilités. On le voit avec la grippe aviaire actuellement dans d'autres régions, mais il y a aussi la grippe porcine. Et donc c'est toujours des menaces, des épées de Damoclès qui sont dans l'horizon de ces filières. Et puis ça aussi... ce développement agricole a aussi entraîné une dégradation importante des paysages, avec des pertes de biodiversité, des problèmes d'érosion des sols, qui viennent en fait encore aggraver les problèmes de qualité de l'eau, surtout qu'en plus le sol c'est un capital assez précieux en agriculture, et dans l'agriculture bretonne on n'a pas des grosses profondeurs de sol, donc s'il y en a une partie qui s'en va, c'est assez préjudiciable. Et donc ces différents problèmes environnementaux, en fait, sont une menace pas seulement pour l'agriculture, mais c'est aussi l'ensemble du système économique régional qui est menacé, puisque la Bretagne a aussi la particularité que ses principales activités économiques sont basées sur le vivant et la nature, la pêche et l'aquaculture d'une part. Même les industries agroalimentaires ont besoin d'une eau de qualité pour pouvoir fonctionner, et aussi le tourisme et autres activités liées à l'économie résidentielle. Aujourd'hui, on voit en plus au niveau économique comment les questions d'image de marque, de qualité sont importantes. Donc une possible dégradation de l'image de la Bretagne peut être préjudiciable à plusieurs secteurs. Et puis c'est sans compter aussi que ces problèmes environnementaux entraînent des coûts conséquents pour y remédier, par exemple au niveau des syndicats de gestion de l'eau. Et puis, une dernière catégorie de limites que connaît ce développement agricole,
c'est une crise aujourd'hui démographique, la profession agricole bretonne peine à se renouveler, elle a une faible attractivité, l'entrée dans le métier est de plus en plus exigeante en capitaux, ce qui devient problématique. Donc face à ça, il y a eu un essor important du salariat dans l'agriculture bretonne, alors que ce n'avait pas été le cas de 1950 à 1990. On a vu comme un phénomène de rattrapage, un développement important du salariat en agriculture en Bretagne, sous une variété de formes, soit des salariés au niveau de l'exploitation, permanents ou saisonniers, en CUMA, en groupement d'employeurs, etc., etc. Mais aujourd'hui, on voit un tassement de cet essor du salariat, notamment à cause des difficultés de recrutement, ce qui fait qu'on voit même de l'appel à de la main-d'œuvre étrangère et qui peut s'accompagner d'une forme de moins-disant social dans certains cas. Donc, par exemple, si je prends l'exemple de l'élevage laitier, qui a quand même son importance en Bretagne, on a, comparativement aux autres bassins d'élevage laitier en France, une pyramide des âges particulièrement déséquilibrée chez les éleveurs laitiers bretons, avec une prépondérance des actifs âgés de plus de 50 ans, un déficit important des moins de 40 ans. Donc on a vu des stratégies d'agrandissement qui sont particulièrement mises en place ces dernières années avec la levée, la fin des quotas laitiers. Or, ce qu'on s'aperçoit là de manière plus récente, c'est que ces dynamiques d'agrandissement d'élevage laitier se tassent aussi. Donc cette solution-là paraît s'épuiser là aussi. Donc c'est vraiment une crise de reproduction sociale qui affecte aujourd'hui l'agriculture bretonne. Voilà pour les limites. Alors qu'est-ce qui fait qu'en fait le secteur agricole breton a du mal à surmonter ces difficultés? Alors moi je vois plusieurs freins. Déjà une forme d'éclatement de la profession agricole bretonne. Donc l'agriculture bretonne est hétérogène, ça c'est pas un frein, ça peut même plutôt être une chance, notamment pour l'innovation. Mais là on s'aperçoit que cette hétérogénéité, elle entraîne une forme d'éclatement, d'éparpillement entre différentes tendances, différentes filières. Donc on a des formes d'agriculture qui poursuivent l'héritage en fait de la trajectoire de développement agricole qu'on a connue depuis les années 50, donc qui poursuivent les logiques de concentration, de spécialisation et de simplification, qui sont parfois associées en fait à du moins-disant social et environnemental pour une partie d'entre elles. On voit aussi à côté le développement de formes d'agriculture économes et autonomes. C'est particulièrement visible avec le développement des systèmes herbagers en Bretagne. Et donc là, à partir de l'impulsion donnée par le CETA de Corlay, où était André Pochon, et du CEDAPA qu'il a créé à partir des années 80. Donc ça a d'abord été un développement des systèmes herbagers qui s'est fait de manière marginale, peu considérée, avant d'être reconnu, notamment à partir des années 2000, comme une solution pour résoudre les algues vertes. Donc ça, c'est une forme. Une autre, c'est les modes d'agriculture biologique, qui représentent aujourd'hui 9,5% des surfaces bretonnes. Et puis, on voit d'autres formes variées d'agriculture qui changent par recherche d'autonomie. Moi, je constate une diversité d'expériences dans ce sens à partir des coopératives d'utilisation de matériel agricole, notamment un certain intérêt récent pour l'herbe. Il y a aussi ce qu'on appelle les réseaux de l'agriculture de conservation, donc c'est un mode d'agriculture qui passe par le non-labour et différentes pratiques pour protéger les sols. Donc ces différentes expériences dans le climat, dans la conservation, mais aussi d'autres, entraînent des processus d'amélioration écologique, plus ou moins partiels, mais qui restent assez peu visibles. C'est vraiment l'observateur averti qui peut les constater. Donc ces trois dernières formes, les systèmes herbagers, les modes d'agriculture biologique et ces formes de changement par la recherche d'autonomie, on peut classer ça dans ce qu'on appelle l'agroécologie, donc qui est un peu le nouvel horizon qui a été posé par les politiques publiques françaises depuis le dernier gouvernement avec Stéphane Le Foll au ministre de l'Agriculture.
Et donc c'est bien différentes formes qui coexistent avec pas forcément beaucoup de synergie entre elles. Donc tout ça participe d'une forme d'éparpillement et aussi s'y rajoute la segmentation par les filières. Les producteurs laitiers raisonnent dans leur filière, les producteurs porcins dans la leur. Voilà, ceux qui sont en volaille aussi. Et donc tout ça donne cette impression un peu d'éclatement et ne permet peu d'actions communes pour dépasser les freins au changement. Deuxième chose, c'est que les agriculteurs qui arrivent à avancer dans l'amélioration écologique, ils le font moyennant quand même des trajectoires qui sont assez difficiles, compliquées. Pourquoi? Parce que l'organisation actuelle de l'agriculture bretonne, elle reste orientée majoritairement vers la poursuite de la trajectoire passée. Et que les agriculteurs qui veulent aller vers, qui veulent changer leurs pratiques pour aller vers une évolution plus écologique, disposent de peu de ressources et de conditions appropriées de la part de cette organisation du secteur agricole. Si vous voulez prendre des hectares en plus et acheter un tracteur pour faire ces hectares en plus, vous pouvez aller vous adresser à la banque et vous pouvez avoir une écoute relativement ouverte. Si vous allez voir votre banquier parce que vous lui dites « j'ai envie d'embaucher quelqu'un pour me donner plus de temps pour travailler, pour améliorer mes pratiques », et voilà, le salarié il ne va pas être rentable dès la première année, le temps que je le forme, etc. Donc j'aurai besoin d'un petit coup de pouce que je rembourserai après. Là, le banquier, il va vous regarder d'un drôle d'œil. Donc on voit bien que ça, c'est un exemple pour illustrer comment l'organisation actuelle du secteur agricole offre un certain nombre de ressources pour continuer la trajectoire passée, mais pas forcément pour faire autrement. Pourtant, il y a des agriculteurs qui arrivent à améliorer leur système d'un point de vue écologique, et je repère deux facteurs qui expliquent que certains y arrivent. D'une part, c'est ceux qui sont dans des conditions, des situations particulières qui leur permettent de faire avec, malgré ce contexte défavorable. Cette carte, c'est la carte du développement de l'agriculture biologique. Donc, celles qui sont les verts foncés, c'est là où le pourcentage de surface en agriculture biologique est le plus fort. C'est là qu'on voit justement ces conditions particulières qui favorisent l'essor de l'agriculture biologique. Par exemple, vous voyez du vert foncé autour de Rennes, autour de Vannes, donc à proximité des bassins de consommation qui permettent du coup de viabiliser l'évolution vers l'engagement dans les circuits courts. Vous voyez aussi du vert foncé dans le pays de Redon, dans les monts d'Arrée, donc c'est des zones à faible potentiel agronomique où, de toute manière, les techniques de la modernisation ne se révélaient pas forcément efficaces, puisque vous avez beau mettre des engrais et des pesticides, si vous n'avez pas un sol avec un super potentiel agronomique, il ne va pas faire des miracles. Donc là, les acteurs se sont moins engagés dans les techniques modernes et du coup ont vu dans l'agriculture biologique une manière de pouvoir survivre dans ces espaces-là. Donc ça, c'est un premier facteur qui explique que des agriculteurs arrivent à avancer dans l'amélioration écologique malgré un contexte peu favorable. Et le deuxième facteur, c'est l'auto-organisation collective sur laquelle s'appuient beaucoup d'agriculteurs s'engageant dans l'amélioration écologique. Alors pourquoi ils s'organisent collectivement? En fait, quand vous êtes un agriculteur qui veut développer des pratiques, on dit maintenant agroécologiques, vous êtes confronté à un certain nombre de problèmes justement dus à ce contexte pas favorable. Par exemple, vous avez des nouvelles questions et vos conseillers et techniciens habituels n'ont pas forcément de réponse. Souvent, ça passe par le fait de mettre en culture ou en prairie de nouvelles espèces pour lesquelles vous n'avez pas forcément trouvé des semences chez vos fournisseurs habituels. Mettant en culture de nouvelles espèces, vous n'allez pas forcément avoir des débouchés pour pouvoir les valoriser. Ça peut parfois demander d'investir dans des équipements onéreux et ça entraîne souvent un surcroît de travail. Et donc c'est parce qu'ils sont confrontés à ces problèmes, parce que voilà, l'organisation actuelle du secteur n'offre pas les réponses appropriées, qu'ils s'auto-organisent collectivement pour trouver des réponses. Face au manque d'expertise, et bien, du coup ils s'organisent en groupe pour
partager leurs expériences, leurs expérimentations et améliorer leurs pratiques. Donc ils vont réinvestir pour certains des CETA, des GVA, ou créer des nouveaux groupes. C'est comme ça que sont nés les groupes d'agriculteurs biologiques. Face à l'accès difficile aux semences, une partie des agriculteurs autoproduisent eux-mêmes les semences des espèces qu'ils veulent mettre en culture. Et plutôt que chacun autoproduire individuellement les semences de la variété d'espèces qu'il veut mettre en culture, ils vont s'organiser à plusieurs et se spécialiser sur la multiplication d'une espèce et ensuite partager les semences. Face au manque de débouchés, eh ben, ils vont créer de nouvelles coopératives, des groupements de vente. On aura un exemple avec Ludovic Billard et l'expérience de Biolay. Ou pour d'autres, ils développent les circuits courts, mais au bout d'un moment, ils s'aperçoivent que ça peut être assez vite bouché, donc il faut se regrouper collectivement, par exemple pour faire des points de vente collectifs, magasins de producteurs et autres. Face aux besoins d'équipements onéreux, ils vont se tourner vers leurs collègues pour investir collectivement, à 2 ou 3 ou en CUMA, voire co-construire et concevoir collectivement ces équipements dont ils ont besoin. Et face au surcroît de travail, eh ben, ils vont salarier des personnes à plusieurs fermes, parce que sur une seule ferme, on n'a pas forcément le volume pour un équivalent temps plein, ou mettre en place des solutions collectives en termes de travail, comme des chantiers en commun, qui vont leur permettre de gagner en productivité sur certaines opérations, pour pouvoir se libérer, par exemple, pour aller aux réunions des groupes de partage d'expérience. Donc voilà comment des agriculteurs arrivent, malgré ce contexte défavorable, à avancer dans l'amélioration écologique grâce à l'auto-organisation collective. Sauf que cette auto-organisation collective, elle est exigeante. Elle demande du temps, de la disponibilité. Or, la profession agricole est celle aujourd'hui qui a le plus fort volume horaire de travail. Donc c'est pas si simple que ça d'avoir du temps pour participer à des organisations collectives. Ça demande un minimum de compétences. C'est pas parce qu'on met autour de la table que voilà, ça produit comme ça une organisation, des coordinations adéquates. Et puis, c'est plus facile quand on a du capital social. Donc en sociologie, le capital social, c'est l'ensemble des relations qu'on peut avoir de manière personnelle, professionnelle, associative. Donc voilà, un agriculteur qui connaît beaucoup d'autres agriculteurs, il va plus facilement pouvoir repérer des partenaires de collaboration avec qui s'organiser, au contraire de celui qui arrive, qui ne connaît personne. Ça va être un peu dur pour lui de s'organiser collectivement. Donc ces dispositions qui sont nécessaires à l'organisation collective, et bien on s'aperçoit qu'elles ne sont pas également réparties chez tous les agriculteurs, d'où le fait que tous les agriculteurs ne sont pas dans des organisations collectives pour lever les freins au changement. Puis le dernier frein au changement, c'est l'action publique qui n'est pas au rendez-vous. Alors que de 1950 à 1990, on avait un État interventionniste qui voulait la modernisation et qui mettait les moyens, qui investissait, qui faisait de la régulation. On est, depuis les années 90, dans un contexte de désengagement et de désinvestissement public, beaucoup moins de régulation des marchés, on l'a vu avec la fin des quotas laitiers. Il y a des politiques environnementales qui sont mises en œuvre, certaines depuis les années 90, des objectifs qui sont affichés, mais pas forcément des moyens qui sont mis en face pour les rendre effectives. Du coup, on passe par la réglementation, c'est censé coûter moins, sauf qu'on ne met pas en face les moyens de contrôle pour s'assurer de la mise en œuvre de ces réglementations, d'où le fait que le moins-disant social et environnemental se développe. Les pouvoirs publics se sont aussi désengagés de la recherche et développement, donc diminution des moyens de fonctionnement pour la recherche pour toutes les organisations agricoles, au profit d'appels à projets, qui fait que les agents de développement ou les chercheurs passent beaucoup de temps à répondre à des appels à projets, au dépend du temps à consacrer au développement, ce qui entraîne une certaine perte de sens pour une partie des agents concernés et aussi une précarisation de ces personnes et donc un turnover, par exemple dans les organisations professionnelles agricoles, c'est assez flagrant. Donc, comment on fait pour arriver à dépasser ces freins au changement? Selon moi, on ne pourra pas faire sans une action publique qui s'engage et qui impulse de réelles transformations structurelles. Et donc là, c'est aux différents niveaux
que l'action publique est nécessaire. Au niveau européen, par exemple les politiques commerciales, pour reprotéger les marchés agricoles européens, pour éviter la concurrence délétère d'importations qui sont en dessous des normes environnementales qu'on se fixe ici. Ça passe aussi par une transformation de la PAC, c'est plutôt mal engagé en ce moment, et pourtant on aurait besoin d'une PAC en soutien à la transition écologique, mais aussi qui inclut de la régulation économique pour des prix plus rémunérateurs. Ça passe aussi par des politiques nationales pour réinvestir dans la recherche-développement, l'agriculture, l'environnement, davantage de régulation économique. Les états généraux de l'alimentation n'ont pas été efficaces de ce point de là. Investir aussi le levier de la commande publique et donner aussi davantage de pouvoir aux régions, puisqu'on voit bien que l'agriculture bretonne n'est pas l'agriculture franc-comtoise ou l'agriculture des Hauts-de-France ou celle des régions viticoles de Bordeaux. Et donc c'est aussi au plus près des réalités qu'on peut mieux construire les politiques adéquates. Donc ça concerne aussi les politiques régionales, mais aussi les intercommunalités, pour agir sur le foncier, le renouvellement des actifs, l'animation territoriale du développement agricole et la commande publique. Donc ça, c'est l'idéal, et c'est vrai qu'on n'est pas forcément dans une fenêtre d'opportunité très favorable pour avoir une action publique ambitieuse, mais ça n'empêche pas d'exploiter les marges de manœuvre qui existent. Moi, je pense qu'il y aurait besoin de davantage de synergie entre les acteurs, en tout cas qui sont volontaristes, du côté des organisations d'agriculteurs, qui travaillent beaucoup mieux entre elles, au lieu de l'éparpillement qu'on voit, avec les élus et les collectivités qui veulent agir sur ce terrain, et puis aussi d'autres acteurs, les environnementalistes, des opérateurs économiques que ce sujet préoccupe, les syndicats, pourquoi pas aussi les épargnants solidaires qui peuvent aussi constituer des moyens financiers pour investir. Donc, plus de synergie entre ces différents acteurs pour saisir les marges de manœuvre possibles en attendant une action publique plus ambitieuse, des marges de manœuvre qui peuvent être saisies au niveau territorial, au niveau sectoriel, mais aussi au niveau régional, sur différents sujets pour préserver le foncier agricole, développer de nouvelles filières, intégrer de nouveaux actifs en agriculture, etc. etc. Donc on peut dire, bah ouais, mais comment faire, comment y aller vers ces synergies? Elles vont peut-être s'imposer, parce qu'on n'est pas à l'abri de crises à venir, puisqu'on voit bien que le système agricole est vulnérable, et donc c'est peut-être les crises qui vont imposer ces synergies renforcées, et aussi parce qu'il y a des défis transversaux, il y a différents courants, différentes formes d'agriculture, sauf que le défi par exemple du renouvellement des actifs, elles y sont toutes confrontées, donc elles peuvent y travailler ensemble. J'en arrive à ma conclusion, j'ai déjà débordé de 3 minutes, donc ça va être très court. Donc voilà, je pense que vous voyez mieux en quoi la trajectoire de développement agricole bretonne a été spécifique et particulière. Je ne vais pas revenir là-dessus pour aller très vite. Mais ce développement particulier montre aujourd'hui ses limites, que ce soit au niveau économique, social, environnemental et démographique, et rencontre des limites difficiles à surmonter parce que l'organisation du secteur agricole reste orientée pour poursuivre la trajectoire passée et aussi parce qu'il n'y a pas une action publique au rendez-vous, notamment en termes de régulation. Mais en même temps, l'histoire nous enseigne que les leviers pour transformer, c'est l'action publique et c'est aussi l'organisation collective. Donc la leçon que moi je tire de l'histoire, c'est le besoin d'aller vers plus d'alliances et de synergies transsectorielles et territoriales pour davantage peser sur l'action publique et relever les défis qui se présentent, notamment les défis démographiques. Donc pour aller vers davantage d'alliances et de synergies, ça passe par des lieux de débat où les acteurs différents se causent entre eux. Et donc je salue l'initiative de cet après-midi, c'est déjà un premier lieu. Et les pays et conseils de développement ont déjà montré que c'est effectivement des lieux intéressants pour le dialogue. Voilà, je suis prêt à poursuivre le dialogue avec vous.